Parfois, il suffit d'un détail infime. Une cloche qui sonne trop tôt, un regard qui dure un peu trop longtemps, pour que le voile paisible d'un village se déchire. À Saint-Orvin, nul ne soupçonnait ce que le silence du clocher allait révéler. Vous, qui écoutez cette histoire, depuis où nous suivez-vous? Et quelle heure est-il chez vous en cet instant? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. J'étais arrivé à Saint-Orvin la veille au soir, sur l'invitation de mon amie Geneviève Delvaux. Le voyage, bien que paisible, m'avait laissé légèrement engourdi, comme si les champs interminables de blé et les haies taillées trop régulièrement avaient émoussé quelque chose en moi. Geneviève m'attendait sur le seuil, le châle noué haut sur les épaules, les mains croisées comme autrefois, et ce léger sourire qu'elle réservait aux rares personnes à qui elle ne feignait pas la sympathie. La maison était restée fidèle à mes souvenirs. Tapisserie fleurie, tasses anciennes, armoire cirée à l'encaustique. Rien n'y avait changé, sauf peut-être ce sentiment plus prononcé d'être hors du temps, comme si Saint-Orvin résistait à toute forme d'urgence moderne. C'était précisément ce qui m'avait décidé à venir. Au petit matin, je m'étais levé avant Geneviève, par habitude plus que par nécessité. J'avais traversé le jardin en silence, respirant cette fraîcheur de terre mouillée propre au village où la rosée est encore un phénomène naturel. Tout paraissait figé dans une harmonie trop parfaite. La fontaine sur la place, le rideau à peine soulevé de la maison du menuisier, les pavés qui ne résonnaient d'aucun pas. Le genre de matinée où le monde semble retenir sa respiration. Et pourtant, quelque chose ne sonnait pas juste, un détail. Non pas un fait tangible, mais une infime dissonance, comme une note déplacée dans une mélodie que l'on connaît par cœur. Il m'arriva de croiser le regard d'une jeune femme que je n'avais jamais vue à Saint-Orvin. Elle se détourna aussitôt. Ce n'était pas de la gêne, plutôt une retenue calculée, un effacement volontaire. Je n'en parlais pas à Geneviève, pas encore. Ce genre d'instant n'a de sens qu'en rétrospective. Mais déjà, quelque chose s'insinuait, une intuition discrète, un soupçon sans contour. Et comme toujours dans ces cas-là, j'écoutais plus attentivement. Il était à peine 10 heures lorsque les premiers pas résonnèrent sur les pierres plates menant à l'église. Les dames du village marchaient par deux, les mains gantées et les chapeaux choisis avec soin, même si leur voix restait murmurante, comme si le lieu exigeait déjà le recueillement. Geneviève, elle, s'était contentée d'un silence familier. Elle savait que je préférais observer sans parler, surtout dans les lieux où tout paraît trop ordonné pour être naturel. C'est au moment précis où nous passions la grille du petit cimetière attenant à l'église que la cloche se mit à sonner. Non pas une cloche grave et solennelle, mais ce tintement plus vif, presque impatient. Elle sonnait pour annoncer l'office, cela allait de soi. Et pourtant, un détail m'arrêta intérieurement, un froissement dans ma perception des choses. Je sortis discrètement ma montre de son étui. Elle indiquait 10h moins 5. La cloche n'était jamais en avance. Jamais. À Saint-Orvin, tout se faisait à heure fixe, comme réglé par une main invisible qui, depuis des décennies, veillait à ne pas troubler le rythme rassurant du village. 5 minutes d'avance, ce n'était rien, me dirait-on. Mais dans un lieu comme celui-ci, cela devenait presque un événement. Je n'en fis pas mention immédiatement. Mais dans l'église, tandis que chacun prenait place selon une géographie coutumière, les veuves à gauche, les anciens du conseil à droite, les jeunes au fond comme toujours, j'observais le curé qui s'approchait de l'autel. Il avait le visage légèrement plus pâle que dans mes souvenirs, et son pas manquait de souplesse. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut son regard. Il se posa un instant sur la nef, sans la parcourir vraiment, comme s'il y cherchait quelqu'un, ou qu'il redoutait de le trouver. Après l'office, Geneviève me parla du repas du midi et des invités attendus, mais mon esprit resta accroché à ces 5 minutes d'écart. Pourquoi sonner plus tôt, dans un village où l'on sonne toujours à l'heure? Qui, ou quoi, avait bousculé l'ordre des choses? Ce n'était peut-être qu'un dérèglement banal, un geste distrait du sacristain. Mais je n'ai jamais cru au hasard quand il survient dans les rouages bien huilés d'un petit monde qui ne tolère pas les déviations. En sortant de l'église, chacun retrouva sa voix, comme si le silence imposé par les pierres s'était soudain allégé. Les conversations se reformèrent aussitôt, par grappes naturelles. Il fut question de météo,
de conserve, de douleurs aux genoux. L'équilibre villageois, fragile mais tenace, reprenait son cours apparent. C'est alors que mon regard fut attiré par une silhouette qui se détachait de l'ombre du presbytère. Quelqu'un quittait les lieux d'un pas rapide, presque pressé, en empruntant une petite porte latérale que je n'avais encore jamais remarquée. Le mouvement fut bref, furtif, comme s'il avait été prémédité pour échapper à toute attention. Je ne vis pas son visage, seulement un pan de manteau sombre et une écharpe tirée trop haut sur la nuque. Ce n'était pas un paroissien, ou du moins, pas un de ceux que j'avais aperçus dans les rangs de l'église quelques instants plus tôt. Personne, autour de moi, ne sembla le remarquer. Ni Geneviève, occupée à saluer Madame du Marché, ni les deux enfants qui se disputaient des billes au pied du vieux banc. Je ne dis rien, pas encore. Mais je sentis, dans ma poitrine, ce léger frisson qui précède les enchaînements discrets. Quand un détail vient se poser sur un autre, sans faire de bruit, mais avec une insistance troublante, il ne s'agissait plus seulement d'une cloche trop pressée. Il y avait désormais une ombre qui s'éloignait. Et si elle fuyait, c'est qu'elle avait vu, ou fait. Je ne quittais pas la porte du regard. Mais déjà, elle était close, fermée comme le reste du village. Trop tôt, trop vite. La porte latérale s'était refermée sur la silhouette fugitive, mais l'écho de son passage restait en moi. Je n'en parlais pas à Geneviève, pas encore. Nous avions regagné la maison sans nous presser, chacune absorbée dans ses pensées, bercée par cette quiétude pesante des dimanches matinaux en province. Mais à peine avions-nous franchi le seuil que le silence fut rompu. On frappa. 2 coups secs, précipités, sans politesse. Geneviève ouvrit, et le visage blême de son voisin, Monsieur Lapierre, se dessina dans l'encadrement. Il haletait légèrement, comme s'il avait couru. Le père Ambroise, il est tombé, du clocher. On l'a trouvé en bas, tout raide. C'est horrible. Geneviève porta la main à sa poitrine. Moi, je ne bougeais pas. Les mots venaient de tracer une ligne dans ma mémoire. Cloche, presbytère, silhouette. Ce que je n'avais pas encore osé formuler devenait brutalement possible. Nous ne rejoignîmes pas l'église. La petite place s'était déjà remplie, comme dans un théâtre où l'on se rassemble avant que la vérité ne tombe des cintres. Les voix s'échangeaient à voix basse, avec ce ton confus qu'ont les villageois lorsqu'ils veulent se rassurer mutuellement sans y croire. Un accident, bien sûr. Il avait dû monter là-haut pour quelque chose. Un oiseau, une panne, un besoin d'air. Mais tous savaient, et ce que l'on sait sans le dire pèse plus lourd que n'importe quelle rumeur. Personne ne comprenait ce que le curé faisait dans le clocher ce matin-là. La corde pendait encore, inerte, comme un membre inutile. Il n'y avait ni cloche fêlée, ni réparation en cours, et il n'était pas homme à grimper là-haut sans raison. Je laissais les autres spéculer. Une chose pourtant me frappa. Aucun d'eux ne semblait surpris que l'on parle de la chute comme d'un fait établi, sans témoin direct. Comme si le corps s'écrive trop vite, et de ceux qui les acceptent trop volontiers. Le presbytère était resté ouvert. Il y régnait une odeur de cire, de papier ancien et de linge de sacristie. Un gendarme, jeune, appliqué, presque intimidé par le lieu, nous laissa entrer, à condition de ne rien toucher. Ce que je m'abstins évidemment de faire. Je n'avais pas l'intention de troubler les choses, seulement d'observer. J'ai toujours pensé que l'essentiel d'une enquête se trouve dans les espaces entre les mots, et non dans les gestes bruyants. Le bureau du père Ambroise était modeste, presque nu, hormis un crucifix, un encrier et une pile de lettres liées d'un ruban. Mais ce ne fut pas la pile qui m'attira. C'était la feuille posée à part, sur un buvard, encore entr'ouverte. Le papier était froissé, non pas comme s'il avait été malmené, mais comme si on l'avait lu à plusieurs reprises, les doigts hésitants, nerveux. Le gendarme dit simplement « On pense que c'est la dernière chose qu'il a écrite, ou l'une des dernières. » Il avait cet air de ceux qui ne veulent pas interpréter. Mais il me suffit d'un regard pour sentir que ce papier pesait plus qu'il ne semblait. Je demandai, presque par réflexe, s'il avait été trouvé dans la corbeille. Il secoua la tête. Non, posé là. Bien en évidence. Je lus, lentement.
Il n'y avait ni destinataire ni signature, seulement quelques lignes, des mots sobres, posés avec soin. Il me faut dire ce que j'ai tu depuis trop longtemps. Le silence ne répare rien. Et je ne suis plus sûr d'avoir le temps. Je relus la dernière phrase. Elle n'était pas datée, mais elle indiquait, à sa manière, une urgence, une échéance connue de lui seul. Il ne s'agissait pas d'une lettre abandonnée au hasard, c'était une décision, une mise en marche. Mais avait-il eu le temps de parler? Ou quelqu'un, craignant qu'il le fasse, avait-il précipité l'événement? Je ne dis rien. Je repliai doucement la feuille. Le mot que personne ne prononçait, suicide, flottait dans l'air. Mais je savais déjà que ce n'était pas cela. Un homme qui veut se taire ne laisse pas de l'être. Un homme qui veut parler n'en laisse pas non plus, à moins qu'on l'ait empêché de le faire. Je trouvai le bédot à l'arrière de l'église, occupé à empiler des bancs dans la remise. Il me salua sans hâte, comme s'il savait que je viendrais. Il avait cette manière lente, solide, des hommes qui vivent dans les lieux saints depuis trop longtemps pour encore s'émouvoir. Je lui posai ma question sans détour. Qui fait sonner la cloche le dimanche matin? Il parut surpris, puis se renfrogna légèrement. C'est moi, d'habitude, sauf si je suis souffrant. Mais ce matin, je ne l'ai pas sonné. Je laissai planer un silence. Il reprit, presque à contre-cœur. Quand je suis arrivé, elle l'avait déjà été, et pourtant j'étais à l'heure. Il précisa ensuite que la cloche, à Saint-Orvin, ne sonnait pas toute seule. Il fallait tirer la corde, longue, usée, accrochée au mécanisme ancien. Aucun automatisme, aucun retard ou avance programmable. Un bras humain, uniquement. Je remerciai puis m'éloignai. La corde, un geste, involontaire. Cela confirmait ce que je pressentais depuis la veille. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un, quelque part, avait délibérément tiré sur cette corde 5 minutes avant l'heure. Pas pour annoncer la messe, pour autre chose, pour marquer un moment. Et si l'on avait voulu décaler le temps? Je n'avais encore ni nom, ni mobile, ni preuve, mais j'avais ce fil. Et dans mon expérience, c'est toujours par une corde que commence le dénouement d'un drame silencieux. Je n'avais pas pour habitude de fréquenter les boulangeries par simple gourmandise, mais à Saint-Orvin, comme ailleurs, les vitrines remplies de miches et de tartes servaient surtout de prétextes aux conversations les plus tenaces. La veille, on y achetait du pain. Le lendemain d'un drame, on y découpait les réputations. C'est donc là, entre deux clients au geste ralenti par le poids des nouvelles, que j'entendis le nom du sacristain pour la première fois. Madame Boudarel, dont la voix avait ce tranchant particulier des femmes que le veuvage a laissées seules mais pas silencieuses, en parlait avec une animation qui trahissait moins la peur que l'excitation d'avoir deviné quelque chose avant les autres. Je vous le dis, moi, je l'ai vu, Gaston. Hier soir, pas plus tard qu'à 8 heures. Il tournait autour du clocher comme un chat qui sent l'orage. Et l'orage, il était pour le père Ambroise. Je l'écoutais sans intervenir, feignant d'examiner un pain de campagne trop cuit. Autour d'elle, on hochait la tête. Cruel. Celui de tenir un récit, de pouvoir l'habiller à sa convenance. Ce que je perçus, ce jour-là, ce ne fut pas une information mais une atmosphère. L'air vibrait moins de faits que de suspicions. On se passait la culpabilité comme on passerait un panier de brioches, en attendant qu'elle tombe sur celui dont l'absence coïnciderait le mieux avec le crime. Je savais que Madame Boudarel exagérait. Elle n'avait sans doute vu qu'une silhouette, devinée plus qu'identifiée. Mais je ne la blâmais pas. Dans les petits villages, le réel se compose surtout de ce que les gens acceptent de croire. Et ce matin-là, ce qu'ils voulaient croire, c'était que le coupable avait déjà un nom. Ce fut en quittant la boulangerie que j'aperçus Madame Lenoir, assise sur son banc habituel, à l'angle de la ruelle qui descend vers la rivière. Elle tricotait, les yeux mi-clos, le fil tendu entre deux doigts noueux comme des racines anciennes. Je la saluai, et elle répondit d'un simple mouvement du menton, sans cesser son ouvrage. Ce n'est qu'après un long silence qu'elle parla. « Vous étiez là, vous, ce matin-là » demanda-t-elle sans me regarder. Je hochai doucement la tête. Moi aussi. Je dors mal, à mon âge. J'étais déjà debout quand la cloche a sonné. Mais j'ai entendu
Autre chose. 2 sons. Pas tout à fait ensemble. 2 cloches, ou bien la même qui sonnait 2 fois. Ça m'a troublé. Je m'assis un instant près d'elle, sous prétexte de m'abriter du soleil. Elle continua. J'ai cru que j'avais rêvé. Mais je suis sûr. 2 sons distincts. Un premier, puis un second, comme un écho, mais trop rapide, trop net. Je ne répondis pas. Mais je sentis en moi une inquiétude discrète se transformer en certitude rampante. Une seule cloche dans le clocher. Aucun mécanisme automatique. Et pourtant, 2 sons. Je connaissais les illusions de Louis, les jeux du vent, les résonances étranges entre pierre et bois. Mais ici, le témoignage était trop clair, trop précis pour être écarté. Et surtout, il venait d'une femme qui n'avait rien à prouver. Je repensais à la corde, au geste humain, à la possibilité qu'on ait voulu décaler l'événement, créer un flou, une heure incertaine, des témoins confus, des souvenirs qui ne s'accorderaient pas. C'était peut-être cela, le but. Et si l'on avait fait sonner la cloche 2 fois, ou si l'on avait voulu que certains n'entendent qu'une fois, pendant que d'autres en percevraient une autre. L'après-midi s'était avancé dans une torpeur étrange. Le soleil tombait à plat sur les murs, sans chaleur véritable, et les rues semblaient s'être vidées de leur substance. J'étais retourné au presbytère, cette fois non pour observer, mais pour parler. Je trouvais Rose dans le jardin, accroupie près d'un parterre qu'elle ne désherbait que pour donner une contenance à son trouble. Je la saluai doucement. Elle se redressa, les mains tachées de terre, les yeux rougis non par les larmes, mais par quelque chose de plus ancien. Je lui demandai sans détour comment allait son oncle ces derniers temps. Elle haussa les épaules. Fatigué, distrait, moins concentré pendant ses sermons. Parfois, je le surprenais à écrire des choses qu'il déchirait ensuite. Je laissais le silence s'installer, comme un souffle entre nous. Puis elle ajouta presque en chuchotant. Il avait peur. Je ne saurais dire de quoi. Mais c'était une peur silencieuse. Pas celle du danger immédiat. Une peur plus longue, plus lente. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, revenait. Je ne posais pas plus de questions. Ce n'était pas nécessaire. Ce genre de confidence ne s'offre qu'une seule fois. Je sentais que, sous ces mots, il y avait un secret ancien, quelque chose qui n'avait pas été dit à temps, ou trop souvent tu. Je quittais le jardin avec cette impression familière, celle d'un passé qui rôde encore, sous les pas présents. Et d'un aveu suspendu, juste derrière les lèvres. Je ne m'étais pas rendu à l'église ce matin-là. La rumeur pourtant m'y avait précédé. Elle était arrivée par la voix hésitante d'un jeune garçon, qui semblait parler plus pour se rassurer que pour informer. Il avait été enfant de cœur autrefois, puis simple aide ponctuelle. Un garçon mince, effacé, comme il en existe dans chaque paroisse. Il parlait à demi-mot d'un homme qu'il avait aperçu, 3 jours avant la mort du père Ambroise, rôdant autour du clocher. Un homme qu'il décrivait comme grand, le visage creusé, portant un chapeau brun fatigué. Il n'avait pas osé s'approcher, ni même prévenir qui que ce soit. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être à cause du regard que cet homme lui avait lancé, ou à cause du fait qu'il avait reconnu ce visage, sans parvenir à dire d'où. Ce fut Geneviève qui, la première, prononça le nom. Maurice Larcher. Ancien enfant du pays, fils du forgeron, parti depuis longtemps, tombé dans de mauvaises affaires, papiers, de dettes, d'une condamnation qui l'avait éloigné pendant des années. Il venait, selon certains, de sortir de prison. Le nom, une fois lancé, fit son œuvre. Il se répandit dans toutes les bouches, d'abord avec prudence, puis avec cette conviction sourde propre aux certitudes que l'on souhaite collectives. Maurice Larcher. Un nom ancien, un fantôme familier. Et pour certains, une vengeance longtemps attendue. Je restais en retrait. Ce que j'observais, ce n'était pas l'homme en lui-même, mais la vitesse avec laquelle il fut adopté comme suspect. Comme si tous attendaient cette figure de l'extérieur pour apaiser quelque chose de plus intime, de plus dérangeant. Mais dans cette précipitation, je ne retrouvais pas le rythme lent et trouble de la vérité. J'y percevais plutôt le besoin de fermer trop vite la porte d'un mystère encore tiède. Le nom de Maurice Larcher était désormais sur toutes les lèvres. On parlait de lui avec une précision presque exagérée, comme si chacun avait gardé un souvenir personnel, une anecdote floue qu'il convenait maintenant de reconstruire avec exactitude. Il y avait ceux qui prétendaient l'avoir vu rôder la veille du drame,
D'autres juraient qu'il avait été aperçu non loin du cimetière, dans une attitude étrange. On disait même qu'il avait demandé s'il était possible d'assister à une messe, mais qu'il s'était ravisé. Je ne connaissais pas cet homme, mais je savais ce que la mémoire collective fait d'un visage oublié. Elle le tord, l'élargit, le simplifie. Maurice Larcher devenait peu à peu ce que le village avait besoin qu'il soit. Un homme abîmé, revenu régler ses comptes avec le passé. Un être trouble, un déraciné, la figure idéale pour porter le poids du soupçon. On évoqua un vieux différend entre lui et le père Ambroise. Une histoire d'aveu mal placé, d'un secret partagé lors d'un entretien qui aurait fini devant un tribunal. Larcher avait été condamné. Ambroise, lui, était resté en place. Depuis, il avait juré, selon certains, de se venger. Je ne mis pas en doute qu'un tel contentieux ait pu exister. Mais ce que j'interrogeais, en silence, c'était le timing. Pourquoi revenir après tant d'années, précisément maintenant? Pourquoi se montrer, même brièvement, dans un village où tout le monde se souvient, mais mal? Et surtout, pourquoi s'approcher de l'église comme un homme visible, alors que le crime, lui, avait été commis dans la discrétion la plus habile? Je trouvais cette évidence un peu trop confortable. Une vengeance ancienne, un homme revenu de l'ombre, un mobile tout près. Cela aurait pu suffire à satisfaire la gendarmerie. Et je sentis, à leur regard trop satisfait, qu'ils commençaient déjà à tracer les contours du dossier. Mais je restais sur ma réserve. Un coupable trop vite trouvé laisse toujours un vide ailleurs. Et ce vide, je le percevais déjà. Il n'était pas dans ce que l'on disait. Il était dans ce que l'on taisait encore, dans les regards fuyants, les silences trop polis, les noms que l'on n'osait pas encore prononcer. J'eus la permission, ce jour-là, de visiter le clocher. L'autorisation avait été donnée sans empressement, mais sans obstacle non plus. On savait, je crois, que je ne venais pas avec des intentions tapageuses. J'avais toujours préféré le silence aux accusations. L'escalier menant au sommet était étroit, sinueux, et chaque marche semblait porter l'usure de siècles d'hésitation. L'air y était froid, saturé d'un parfum de poussière et d'huile ancienne. Je montais lentement, comptant presque inconsciemment chaque palier, comme on compte les battements d'un cœur que l'on craint de voir s'arrêter. Ce fut à mi-hauteur que je vis la tache. Une coulée de cire, fine mais nette, figée sur le rebord d'une marche, comme la larme d'une chandelle tenue trop longtemps. Elle n'avait pas coulé au hasard. Elle suivait un petit filet irrégulier, s'était arrêtée sur une irrégularité du bois, puis avait durci là, loin du regard. Je restais immobile un long moment. Ce détail, insignifiant pour d'autres, était pour moi une signature. Le père Ambroise ne montait jamais dans le clocher après la tombée du jour. Il avait de l'âge, une jambe faible, une prudence acquise. Il n'aurait pas risqué un escalier pareil, à la seule lumière d'une bougie. Et pourtant, il y avait eu lumière et présence. Je me penchai un peu. Sur la marche voisine, un éclat de suie, à peine visible, comme une empreinte qui n'osait pas se nommer. Le geste avait été rapide, précis. Quelqu'un était monté là, de nuit, ou à l'aube, mais pas pour prier. Je descendis sans mot dire. Le mystère n'était pas dans ce que l'on voyait, mais dans ce que l'on avait négligé. La cloche n'avait pas sonné par erreur, et la mort n'était pas une chute. C'était un acte, geste, une parole malheureuse, une absence qui trahirait un trouble. Mais je n'avais pas prévu que ce serait l'absence du son lui-même qui créerait la brèche. Nous étions assises, Geneviève et moi, près de la fenêtre ouverte. Le dimanche, à Saint-Orvin, la cloche sonnait toujours à 10 heures précises, comme un repère têtu dans le tissu du quotidien. Les oiseaux se taisaient un instant. Les chiens levaient la tête, les pas s'accéléraient. Cette sonnerie faisait partie des choses qu'on ne questionne pas. Mais ce matin-là, il n'y eut rien, pas même un grincement. Juste un silence épais, prolongé, qui s'imposa sans éclat, mais avec insistance. Et ce silence fut plus lourd que n'importe quel cri. Geneviève releva les yeux de son tricot, puis les baissa aussitôt, comme si elle s'était surprise elle-même à attendre quelque chose d'évident. Elle ne dit rien,
et je n'en fis pas davantage. Mais dans cette retenue, je sentis l'émoi discret, celui qui ne s'exprime pas en mots mais en respiration suspendue. Plus tard, à l'église, on parla d'un oubli, d'un problème technique. Le sacristain n'avait pas été trouvé. Certains disaient qu'il était souffrant, d'autres qu'il avait été vu la veille au café, trop tard pour un homme de devoir. Le père Lemoine officia sans commentaire, avec ce calme trop maîtrisé de ceux qui n'aiment pas les imprévus. Mais je savais que ce silence n'était pas un oubli. Il était volontaire, organisé. Ce n'était pas un silence naturel, mais un silence programmé, comme un creux ménagé dans une partition. Et dans ce creux, quelque chose s'installait. Car s'il est une chose que les villages ne supportent pas, c'est l'anomalie rituelle. La cloche ne sonne pas par caprice. Et quand elle ne sonne pas, c'est que quelqu'un, quelque part, a tiré un fil, ou l'a empêché de vibrer. Je sentis qu'il me fallait remonter à la source. Non plus par ouï-dire, mais par matière. Par le métal, le bois, le mécanisme. Par le cœur du clocher. Le sacristain Gaston était revenu. Il s'excusa mollement, invoquant un malaise passager. Mais son visage, trop lisse, ne contenait aucun désordre. Je reconnus chez lui la gêne de l'homme qui n'a rien à cacher, mais qui sent qu'il va être mêlé malgré lui à quelque chose qui le dépasse. Je lui demandai la permission de voir le clocher. Il hésita, puis acquiesça, d'un geste résigné. Je le suivis dans l'escalier étroit, où l'air se faisait plus frais à mesure que nous montions. Aucun mot n'était échangé. Ce silence-là n'était pas celui de la messe, mais celui des lieux où plane une attente trop ancienne. Le mécanisme de la cloche était simple. Une roue de fer, des chaînes, un axe de bois usé, et cette corde que l'on tire chaque dimanche. Gaston désigna la trappe au-dessus. « C'est par là que ça coince », dit-il sans conviction. Mais mon regard, lui, se posa ailleurs. Coincé entre deux dents du pignon, à demi replié sur lui-même, gisait un objet dont la présence n'avait rien d'un accident. Un gant. Fin, de laine beige, effilé au doigt. Un gant de femme. Pas tombé, coincé. Je n'eus pas besoin de le toucher pour comprendre. Il avait été glissé là, non pas pour être vu, mais pour gêner. Pour bloquer juste assez. Il n'avait pas été laissé, il avait été placé. Je relevai les yeux vers Gaston. Il fronça les sourcils. Il n'avait rien vu, et il disait vrai. Son trouble n'était pas fin. Je lui demandai, doucement, si quelqu'un d'autre avait accès à cette pièce. Il secoua la tête. Moi, et peut-être Rose. Elle venait parfois aider à lustrer les bancs, les ornements, mais pas ici, pas là-haut. Je ne dis rien. Le nom venait de tomber, avec une légèreté fausse. Ce gant avait appartenu à une femme qui avait su où placer sa main. Une femme qui avait voulu le silence, non pas celui des morts, mais celui des cloches. Et dans ce silence, je compris qu'un nouveau mobile venait de naître. Ce fut par hasard, comme souvent dans ce genre d'histoire, que le notaire révélait là l'existence du document. Un vieux testament, rangé à l'arrière d'un tiroir, sous un registre paroissial. Il avait été rédigé 2 mois auparavant, mais non encore enregistré. Le père Ambroise y faisait part de son souhait de modifier la répartition de ses biens. Il retirait, sans brutalité mais sans détour, la majeure partie de l'héritage précédemment destiné à sa nièce, Rose, au profit d'un parent éloigné, un certain Charles Lemoigne, dont le nom n'avait encore été prononcé par personne. Le notaire, prudent, parlait d'intention plus que de décision. Le document n'avait pas de valeur légale, mais il existait. Et, dans les villages, l'existence seule d'un papier peut suffire à raviver les rancunes endormies. Je me souvenais du gant prenait une autre forme. Non plus un indice, mais une marque. Une empreinte de refus. J'avais vu tant d'histoires de famille tourner en drame. Il ne faut pas grand-chose. Une injustice ressentie. Une loyauté blessée. Le sentiment qu'on mérite quelque chose et qu'un autre vous le vole. Dans le silence du testament, je sentis naître un écho. Et dans ce silence, la cloche absente trouvait un sens plus obscur. Le silence du presbytère n'avait pas changé depuis la mort du père Ambroise. Tout y semblait maintenu dans une attente docile. Comme si l'air lui-même refusait d'admettre que la voix familière, celle qu'on avait coutume d'entendre depuis l'escalier, ne reviendrait plus.
C'est dans ce silence que le notaire me reçut. Il avait cette réserve aimable des hommes qui ont appris à manier la douleur des familles avec discrétion, mais sans chaleur excessive. Nous parlâmes d'abord de choses simples, du village, de la paroisse, du testament. Puis il évoqua, presque à mi-voix, un nom que je n'avais pas encore entendu. Le père Ambroise avait repris contact avec un neveu, dit-il, Jean-Baptiste, parti depuis longtemps, une brouille ancienne. Je n'eus pas à poser de questions. Il poursuivit. Ils se sont écrits. 2 lettres, peut-être 3. Et ils voulaient qu'ils viennent, pour remettre les choses à leur place. Je ne demandais pas quelle place. Je savais ce que cela signifiait. Un homme vieillissant, fatigué, qui sent venir l'heure du bilan, et qui cherche à rétablir une forme d'ordre, non juridique, mais morale. Il voulait transmettre, mais plus encore. Être entendu, être pardonné peut-être. Le notaire me tendit un feuillet, écrit d'une main hésitante, sans formule notariale. Une esquisse de codicille. Il y était question d'hospitalité future, de réparation symbolique. Jean-Baptiste devait être intégré dans les volontés finales. Cela ne plaisait pas à tout le monde, m'indiqua-t-il, sans nommer personne. J'entendis en creux ce qui n'était pas dit. Je repartis avec cette certitude discrète que seule l'ombre d'un pardon pouvait faire surgir tant de résistance. Ce n'était pas une question d'héritage, ou pas seulement. C'était une question d'équilibre ancien, qu'un retour inattendu menaçait de rompre. Et certains, je le sentais, n'étaient pas prêts à laisser cet équilibre vaciller. Je décidai de remonter la trace de ce Jean-Baptiste, non par les archives, qui ne disent que ce que l'on veut bien leur faire dire, mais par les mémoires des anciens. Les souvenirs ont cela de précieux qu'ils ne se prêtent à aucune procédure, et qu'ils laissent parfois échapper ce que la prudence voudrait taire. Je commençai par Madame Régnier, la plus ancienne paroissienne du village, une femme droite, au regard clair, qui parlait peu mais qui, une fois lancée, ne savait plus s'arrêter. Je prononçai le prénom avec douceur. Elle s'arrêta net. Puis, d'un ton sec, presque blessé, « Ce garçon-là, on ne le voit plus. Il a disparu. Volontairement. » Je sentis que le mot était chargé. Elle évoqua une dispute, non pas bruyante, mais lourde, comme le sont les colères retenues trop longtemps. Le père Ambroise et son neveu s'étaient violemment opposés, paraît-il, à propos d'un choix que personne n'avait compris. Certains parlèrent d'un amour contrarié, d'autres d'une accusation injuste. On ne savait pas, ou l'on ne disait pas. Jean-Baptiste avait quitté le village sans un mot, laissant derrière lui une chambre vide et une lettre que le curé n'aurait jamais montrée. Des lettres ensuite étaient revenues, mais le père Ambroise n'y répondit pas. Du moins, pas tout de suite. Puis, un jour, le silence se brisa. Mais c'était tard. Trop tard pour que l'on accueille ce nom sans gêne. Je compris que la réapparition de Jean-Baptiste, même à travers une simple intention testamentaire, avait réveillé quelque chose dans le village. Une mémoire enfouie, une rancune mal cicatrisée. Et je compris, aussi, que certains secrets, lorsqu'ils refont surface, ne menacent pas seulement l'ordre d'une maison, mais l'illusion d'un passé propre, ce passé que chacun entretient avec soin, et que la vérité menace toujours de salir. Je retournai au presbytère en fin d'après-midi. Geneviève m'avait confié un trousseau de clés oubliées, et je profitais de cette liberté pour marcher lentement, comme on remonte un fil qu'on a trop longtemps laissé se détendre. Dans le salon principal, le feu avait été éteint depuis plusieurs jours, mais un reste de cendres froides témoignait d'un usage récent. Je m'approchai, sans intention précise. Je regardai d'abord les braises mortes, puis le fond de la grille. Quelque chose attira mon regard. Un fragment de toile, noirci mais identifiable, dépassait d'un petit amas de cendres. Je le pris entre 2 doigts. Ce n'était pas un chiffon, ni un morceau de linge ordinaire. C'était un coin de portrait, d'un tissu épais, un visage à moitié mangé par la brûlure, mais encore visible. Un regard peint, tourné vers le vide. On avait tenté de faire disparaître, n'était pas seulement un oubli. C'était un effacement volontaire. Je restai là un moment, tenant ce morceau calciné, comme on tient un souvenir qu'on aurait voulu effacer mais qui revient, malgré tout, entre les doigts. Qui était représenté? Et pourquoi ce visage, précisément maintenant, avait-il été jugé indésirable?
Je ne le savais pas encore. Mais je sentais plus que jamais que l'affaire n'était pas née dans le présent. Elle venait de plus loin, et elle brûlait encore. Je gardais sur moi le morceau calciné, enveloppé dans un mouchoir de lin, comme on dissimule un secret qui n'a pas encore livré sa forme entière. Je marchais sans précipitation jusqu'à l'église, où je savais que Madame Blanchet, fidèle à ses habitudes, préparait discrètement les vases sacrés pour la messe du soir, bien que celle-ci ne doive avoir lieu que le lendemain. Madame Blanchet était une femme menue, dont la voix ne dépassait jamais le strict nécessaire, et dont les silences en disaient souvent davantage que ses paroles. Elle n'appartenait pas au cercle des dames que l'on consulte lors des cérémonies ou des enterrements. On la voyait, on la saluait, mais rarement l'écoutait-on. Et pourtant, elle était là depuis toujours. Je lui demandais, avec cette douceur qui sied aux confidences tardives, si elle se souvenait de quelque chose d'étrange la veille de cette fameuse messe silencieuse. Celle où la cloche, pour la première fois depuis des décennies, ne s'était pas fait entendre. Elle me regarda longuement avant de répondre. Son regard, dépourvu d'artifice, n'évaluait pas mes intentions. Il me considérait, simplement. Puis elle parla, lentement. Il y avait du bruit. Pas fort. Des pas. Légers, mais pas ceux du père Ambroise. Je l'interrogeai du regard. Elle précisa. Il montait toujours seul, le père. Toujours. Mais ce soir-là, j'ai vu 2 ombres, pas une. Et j'ai cru entendre une voix de femme. Elle hésita, puis ajouta, à mi-mot. Je n'ai rien dit. Qui m'aurait cru? Je restai un instant muette. Car ce qu'elle disait, c'était plus qu'un détail. C'était une fissure dans la version tranquille qu'on avait adoptée, par confort peut-être, et dans cette voix ignorée, je pressentis l'écho de quelque chose qu'on avait volontairement laissé en marge, mais qui, désormais, exigeait d'être entendu. Je passai la nuit suivante à revoir mentalement les mots de Madame Blanchet. Rien dans son attitude ne trahissait d'intérêt personnel. Elle avait parlé parce que je lui avais demandé, et surtout parce qu'elle n'en pouvait plus de porter seule ce qu'elle avait vu. Au matin, j'étais convaincu que les gestes du soir en question ne relevaient pas du hasard. Il y avait eu préméditation. Le gant retrouvé dans le mécanisme, les pas discrets sur la passerelle de bois, la cloche arrêtée juste à temps, tout cela formait un tableau cohérent, mais incomplet. Je m'entretins à nouveau avec 2 paroissiens, sous prétexte d'évoquer les préparatifs de l'office. Chacun, à sa manière, confirma une chose. Le père Ambroise était monté au clocher la veille de sa mort, mais pas seul. Ce n'était pas une affirmation nette, plutôt des soupirs, des regards en biais, des demi-silences. Comme si l'idée même qu'un homme d'église puisse être accompagné, et par une femme de surcroît, troublait une harmonie qu'on aurait préféré laisser intacte. L'un d'eux, le plus jeune, mentionna avoir vu une silhouette descendre à la hâte, plus tard, alors que les volets du presbytère étaient déjà clos. Il n'en avait pas parlé, pour ne pas semer des rumeurs inutiles. J'étais las, mais ma certitude grandissait. L'action de saboter la cloche n'était pas un acte de vengeance immédiate, ni même de panique. C'était un geste symbolique, destiné à dissimuler quelque chose. Peut-être pas le meurtre lui-même, mais la scène, le moment, la présence d'un tiers. Et s'il y avait eu un témoin de trop? Je commençais à croire que la cloche n'était pas seulement un instrument sonore. Elle était devenue, sans qu'on le comprenne encore, le cœur d'un théâtre invisible. Un théâtre que j'étais enfin prête à traverser. Il m'a paru que le moment était venu de réunir les quelques pièces du puzzle que j'avais pu rassembler. Pas pour les exposer, mais pour les poser doucement devant ceux qui savaient ou croyaient savoir, afin de les faire résonner. Je choisis la sacristie. Il y règne un calme ancien, une fraîcheur d'automne que ni la prière ni la mémoire n'ont jamais vraiment dissipée. Les lieux saints ont cette faculté étrange de suspendre les émotions, comme si les murs y absorbaient depuis des siècles les élans des âmes et les silences coupables. Je fis porter des invitations simples. Un mot manuscrit, signé de mon nom. Ni accusation, ni promesse. Seulement un souhait, que l'on m'accorde un moment, en toute discrétion. À ma grande surprise, tous acceptèrent.
Geneviève, la nièce attention. La présence me sembla d'abord secondaire, mais que l'étrange chorégraphie des faits avait placé à proximité de chaque détail. Je passais l'après-midi à préparer mes pensées, non comme une démonstration, mais comme un fil de laine que je déroulerais doucement, en espérant qu'il s'en mêle dans les consciences. Le fragment de portrait, le gant dans les engrenages, les lettres jamais lues, les pas du soir et les silences matinaux, tout cela allait devoir s'entrelacer. Je ne cherchais pas une confession, je voulais provoquer une dissonance, faire vibrer, ne serait-ce qu'un instant, cette corde tendue qu'est la conscience. Le reste, je le pressentais, viendrait de lui-même. Ils étaient là, assis, ou debout selon leur tempérament, mais tous réunis dans le silence contenu que seules les vieilles pierres savent accueillir. J'observais, sans chercher à deviner encore. Il me suffisait, pour l'instant, d'écouter les silences. Je parlais sans élever la voix. Je dis simplement que certaines choses ne s'étaient pas déroulées comme on avait voulu le faire croire. Que des détails, en apparence banals, s'étaient glissés dans les replis du quotidien, et que leur présence insistante ne pouvait plus être ignorée. Je parlais de la corde du clocher, qu'on avait retrouvée sectionnée, non pas effilochée, mais nette, comme tranchée avec soin. Personne ne réagit, ou plutôt chacun réagit à sa manière. Une gorge qui se racle, une main qui se frotte l'avant-bras, un regard qui se baisse. Puis j'évoquais la cloche. Elle avait sonné avant l'heure. Cela aussi, tout le monde le savait. Mais on s'était résigné à croire à un dérèglement, une maladresse, un geste trop hâtif du père Ambroise. Mais à quoi bon répéter que ce prêtre, si méticuleux, si fidèle à ses horaires, aurait pu se tromper d'heure? Il connaissait l'Église comme d'autres connaissent leur cœur. Non, cette cloche n'avait pas sonné par erreur. Elle avait été actionnée. Enfin, je mentionnais la cire fondue, celle retrouvée sur les marches du chœur. Une coulée mince, presque invisible, mais que le parquet ancien avait absorbée lentement. Une bougie donc avait été déplacée ou renversée. Et cela aussi, en dehors de toute logique liturgique. Un geste fait dans la précipitation. Un déséquilibre. Une perte de contrôle peut-être. Il n'y eut pas de murmure, pas d'interruption. Mais dans ce silence de sacristie, quelque chose se tendait. Une tension douce, comme celle qui précède les grandes décisions de l'âme. Et je sus, à cet instant précis, que la vérité se tenait là, parmi nous. Elle n'avait plus besoin de preuves, seulement d'être doucement tirée à la lumière. Je poursuivis. Mon rôle n'était pas de juger, mais de délier un nœud, lentement, avec patience. Je dis que les soupçons portés sur Maurice Larcher n'avaient jamais été fondés. Il avait certes eu des différends avec le père Ambroise, des querelles théologiques devenues personnelles, comme il en existe tant dans les paroisses. Mais il n'était pas monté au clocher cette nuit-là. Son alibi tenait. Et surtout, il avait été le seul à alerter les autorités avec une émotion qu'il n'aurait su simuler. Je dis aussi que le sacristain, un homme à l'âme usée mais droite, avait agi avec maladresse, certes, en déplaçant certains objets sans en référer à personne. Mais cela, je le compris plus tard, n'était que le fruit d'une crainte, celle d'être accusé sans comprendre pourquoi. Son trouble venait de sa loyauté, non de sa culpabilité. Enfin, j'évoquais ce gant de femme, retrouvé coincé dans les engrenages du mécanisme de la cloche. Au début, j'avais cru à un oubli, un geste rapide, une chute accidentelle. Mais non, ce gant avait été glissé là, déposé avec soin, pour faire croire à un sabotage précipité. Une diversion. Je laissais le silence s'installer à nouveau. Puis j'ajoutais que l'écriture du père Ambroise, dans les jours précédant sa mort, avait changé. Elle s'était faite plus droite, plus rigoureuse. Parce qu'il rédigeait un Nouveau Testament, sans le dire à personne. Et qu'il y incluait discrètement un nom effacé depuis longtemps, celui de son neveu. Un changement que seule une personne très proche aurait pu deviner, en observant ses allées et venues, ses humeurs, ses précautions. Je me tus. Un souffle court, à ma droite, puis un battement de paupières, retenu trop longtemps. Je vis alors que la ficelle qui reliait tous ses gestes, toutes ses ombres, n'était pas visible à l'œil nu. Elle passait par le cœur de quelqu'un,
un cœur blessé, depuis longtemps. Et ce fil, tendu entre rancune et silence, avait fini par se rompre. Il ne restait plus qu'à nommer ce cœur. Je me tournai vers Rose. Elle ne scia pas. Mais dans son calme, je perçus une crispation, une manière de respirer moins profondément, comme si l'air devenait soudain plus dense. Je dis son prénom, doucement, sans reproche, sans certitude. Juste un fil tendu, une perche que je lui tendais. Elle savait, elle avait compris, bien avant les autres, voulu perdre ce qu'elle considérait comme acquis. Elle connaissait les horaires, les gestes du prêtre, les rituels. Elle avait monté les marches avec lui, la veille. Mais elle n'était pas redescendue en même temps. La cloche avait sonné plus tôt, sous sa main, pour faire croire à une chute naturelle, survenue à l'heure du matin. Mais elle ignorait une chose. Un promeneur solitaire, dans la brume matinale, avait entendu le carillon plus tôt que prévu. Et ce simple détail, noté sans malice, avait tout fait vaciller. Je ne cherchais pas à l'accuser. Je ne prononçais pas le mot. Elle le fit pour moi. Je ne voulais pas qu'il change. C'était trop tard. Il n'avait pas le droit, après tout ce qu'on avait traversé. Elle baissa la tête. Je ne vis ni larmes, ni colère. Juste une immense fatigue, celle qui suit les années de rancune et l'effondrement d'un espoir mal placé. Je restai là, un moment, sans bouger. Le cœur du crime, pensais-je, n'était pas dans l'héritage, il était dans le refus de l'oubli, dans la peur de perdre ce qu'on croyait être sa place, et dans le silence qu'on impose à ceux qui veulent réparer. Je restai à Saint-Orvin quelques jours encore, non par nécessité, mais parce que le silence qui y régnait me paraissait désormais chargé d'un poids plus profond, presque solennel. On n'y parlait plus vraiment de Rose, sinon à voix basse, par bribes prudentes échappées entre deux gorgées de thé ou en refermant une porte un peu trop vite. Le village n'avait pas besoin de grands discours pour manifester son trouble. Il avait sa propre manière d'accepter les choses, par l'ordre retrouvé, par le retour discret aux habitudes. Le nouveau curé, un homme doux et maigre, avait pris possession de la cure sans éclat. Il saluait les gens avec cette bienveillance fatiguée propre aux ecclésiastiques qui savent déjà tout des âmes sans en tirer vanité. Il ne cherchait pas à remplacer son prédécesseur. Il ne cherchait rien, en vérité, sinon à maintenir l'équilibre des jours. C'est un dimanche matin que la cloche sonna de nouveau. Je m'étais éveillé plus tôt que d'habitude, peut-être par crainte inconsciente de ce bruit-là. Je redoutais qu'il ne me paraisse faux, trop proche du souvenir ou trop lointain. Mais non, elle sonna simplement, à l'heure exacte, sans tremblement ni précipitation, comme elle l'avait toujours fait avant que les choses ne se troublent. Personne ne fit de remarque, mais j'aperçus dans le regard de quelques villageois, au sortir de la messe, une forme de soulagement qu'ils n'auraient su nommer. Comme si en retrouvant la ponctualité de cette cloche, ils retrouvaient la ligne fragile qui séparait le monde connu de ce qu'ils préféraient ignorer. Rose était en détention provisoire. Il n'y eut ni cri ni manifestation. Les gens se rappelaient son enfance, ses douleurs, ses colères. On ne jugeait pas, ou du moins on faisait mine de ne pas le faire. C'est ainsi que procèdent les petits villages. Ils ensevelissent les fautes dans la terre et les recouvrent de jardinages et de salutations polies. Je sentis que ma présence n'était plus utile. Le nœud s'était dénoué, et s'il laissait derrière lui quelques fils effilochés, il ne m'appartenait plus. Mais je demeurai encore un peu, car il me semblait que le cœur du mystère ne résidait pas dans l'acte, ni même dans son mobile, mais dans ce que l'événement révélait, en creux, de chacun. Je passai mon dernier après-midi dans le jardin de Madame Delvaux. Le ciel était doux, sans prétention, le genre de ciel qui ne marque pas l'histoire, mais que l'on retient parfois sans raison, à cause d'un sentiment intérieur trop vaste pour être dit. Je tricotais lentement, sans urgence, tandis que la vieille dame préparait un peu de tisane à la verveine, comme si de rien n'était. Nous ne parlâmes pas tout de suite. Ce silence entre nous n'était pas pesant. Il appartenait à ces silences que seules les femmes âgées savent habiter, non par lassitude, mais par économie de mots. Puis, à un moment, elle posa sa main sur la nappe et dit simplement « Il fallait bien que ça sorte, un jour ou l'autre. » Je ne répondis pas, car ce qu'elle disait était vrai, mais que je ne savais pas encore si c'était un soulagement ou une peine. Le crime,
dans sa forme la plus nue, n'avait pas bouleversé les fondations du monde. Et pourtant, il avait tout déplacé, même ce qui semblait inébranlable. Une cloche sonnée un quart d'heure trop tôt avait ouvert une faille, non pas dans l'ordre public, mais dans celui bien plus fragile des émotions humaines, de ce que l'on attend des autres, de ce que l'on croit mériter. Je pensais aux rancunes muettes, aux héritages rêvés comme des réparations, aux gestes mal interprétés qui s'accumulent comme de la poussière sous les jours. Ce n'était pas un mobile, c'était une fatigue, une forme d'épuisement moral que seule la violence pouvait rompre, ou la vérité, lorsqu'elle parvient à surgir. Madame Delvaux parlait à présent du jardin, des limaces, des pivoines qui avaient fleuri un peu trop tôt cette année. Je l'écoutais, reconnaissante, car ces paroles banales étaient, elles aussi, une manière de rétablir l'équilibre, de dire que la vie continue, mais sans effacer. Je pliais mon tricot, doucement. Une ligne était tombée juste, et je songeais, en quittant ce lieu, que les cloches ne servent pas seulement à appeler. Elles rappellent parfois. Elles avertissent. Elles révèlent, même quand nul ne comprend leur langue. Et quand elles sonnent à l'heure, c'est le monde, peut-être, qui s'en trouve réparé. Le clocher de Saint-Orvin sonne désormais à l'heure, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant chacun, derrière ses volets, garde en lui l'écho d'une cloche trop pressée, d'un silence trop lourd, d'une vérité que l'on aurait préféré ne pas entendre. Car dans les villages, le mal ne crie pas, le mal ne crie pas. Il murmure. Pensez-vous que le pardon puisse vraiment effacer les secrets d'un héritage brisé? Ou ne fait-il que les recouvrir d'un peu de silence? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, ou vous y abonner doucement.